the river flowing freely through infinity, free to be sure of what I am and who I need not be. I'm free from all worries. Worries prey on oneself's troubled mind. Freer than the clock hands, taking away the times. Freer than the minute, no free that men divine. My life goes on and on through infinity. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Parc des Expositions de Strasbourg. Très heureux d'être avec vous ce soir pour notre Assemblée Générale, l'Assemblée Générale de votre banque, la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Bonsoir Thierry Kahn. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Dominique Garnier. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et tous. Et je vous propose de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet. La parole est au président du conseil d'administration de la banque. Merci beaucoup. Alors, je vous salue très nombreux, chers sociétaires et chers amis de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, au nom du conseil d'administration, au nom de la direction générale, de tout le monde, de toutes les équipes, de tous les collaborateurs. Bienvenue. Je salue évidemment plus particulièrement, alors je ne citerai pas tout le monde, les personnalités du monde politique, économique, judiciaire et universitaire, les représentants des organismes consulaires, professionnels, associatifs de notre région. Je joins les encouragements des représentants de l'État, des élus, des différentes personnalités qui regrettent de ne pas être avec nous ce soir. Mais je voudrais aussi saluer plus particulièrement Hélène Heimburger, que je revois, qui est notre ancienne administratrice, et M. Guggenbuhl, qui est dans cette direction, que j'ai eu le plaisir de voir tout à l'heure, et tous nos anciens collaborateurs que je revois avec un très grand plaisir. Je salue aussi nos administrateurs, les membres du conseil d'administration, les administrateurs salariés et les censeurs, ce qui me permet de déclarer ouverte l'Assemblée générale ordinaire de la Banque populaire Alsace, Lorraine et Champagne. Très bien, Président. Dans un premier temps, il convient de désigner nos scrutateurs et le secrétaire de séance. Très bien, donc je propose de désigner tout d'abord M. Jean-Jacques Heinz comme scrutateur. Il demeure à Strasbourg, et M. Pierre Klein, qui demeure à Schiltigheim. Le bureau de l'Assemblée étant constitué, je désigne comme secrétaire de séance, sous réserve de son accord, Dominique Garnier, notre directeur général. Bien volontiers Thierry. Il est temps de passer au sujet du quorum nécessaire à la tenue de cette assemblée de sociétaires générale. Toute assemblée suppose un peu de formalisme. C'est une réunion de l'Assemblée générale ordinaire. Le quorum pour une AGO sur première convocation est du 5e départ, c'est-à-dire plus simplement 20%. Nous avons un capital qui s'élève à 1 288 566 382, sans oublier 50 centimes d'euros, ce qui conduit à 171 808 851 parts détenues par nos sociétaires au 31 décembre 2024. Or, aujourd'hui, nous avons, sans rentrer dans le détail des chiffres, 26,25%, soit 6,25% de plus que le minimum, le quorum, pour tenir cette assemblée. Donc, nous sommes largement à l'aise pour pouvoir le faire. En conséquence du fait que le quorum est atteint et conformément aux articles 33, 35 et 37 de nos statuts, l'Assemblée pourra valablement délibérer.
Alors, il est temps d'évoquer un certain nombre de documents que vous avez sur votre droite, Président, des documents déposés sur le bureau ou sur la tribune, en tout cas. Alors, je parlais de formalisme. Effectivement, vous constaterez, et c'est important pour la régularité de l'Assemblée, qu'il y a la copie des convocations à l'Assemblée, croyez-moi, l'avis de convocation paru dans le journal d'annonce légale la semaine en date du 3 avril 2025, la feuille de présence de l'Assemblée qui est stockée sur une tablette numérique, les pouvoirs des sociétaires, les formulaires de vote par correspondance reçus et la liste des sociétaires, la copie des documents joints au formulaire unique de vote par procuration ou par correspondance, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024, mais aussi les comptes consolidés de l'exercice clos à la même date, le rapport du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes et le projet de résolution qui seront soumises tout à l'heure à l'Assemblée. Et donc, place maintenant à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Effectivement, l'Assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant: rapport du conseil d'administration sur l'activité 2024, rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'année 2024 ainsi que sur les comptes consolidés, rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, affectation des résultats, approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2024, approbation des conventions réglementées, fixation des indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la société par les administrateurs, consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations versées aux dirigeants et catégories de personnel visées par le Code monétaire et financier, état du capital au 31 décembre 2024, ratification de la nomination provisoire d'un censeur et les pouvoirs en vue des formalités. Voilà, Président. Les formalités légales étant effectuées, je vous laisse, comme il est de coutume, vous adresser aux sociétaires ici présents. Eh bien, c'est avec le plus grand plaisir. Tout d'abord, je suis très heureux d'être à Strasbourg, comme Alsacien d'abord et comme quelqu'un qui a vécu plusieurs années mes études, et j'ai commencé à travailler ici même, et je suis ravi de voir que cette assemblée a beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de succès, disons, beaucoup de gens qui sont venus, et j'en suis particulièrement ravi. Je voudrais vous parler de la BPLC, mais d'une façon un peu différente, parce qu'on oublie quelquefois qu'une banque régionale comme la nôtre, qui est une banque autonome, vous êtes bien placé ici pour le savoir, puisque c'est vous qui allez voter les résolutions, cette banque fait partie d'un groupe, le groupe BPCE, c'est-à-dire l'ensemble des banques populaires, il y en a 14, l'ensemble des caisses d'épargne, il y en a 15, plus Natixis, plus d'autres structures, des filiales nombreuses, ce qui représente quand même sur le terrain mondial 100 000 personnes qui travaillent pour BPCE. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la BPLC n'est pas une filiale de BPCE. Les banques régionales, donc les banques populaires, les 14, les caisses d'épargne, les 15, sont les propriétaires du groupe. C'est la raison pour laquelle les dirigeants des établissements comme le nôtre élisent les membres de BPCE et pas l'inverse. C'est très important à tous les niveaux. Et c'est dans ces conditions-là que BPCE a des missions régaliennes, des missions de contrôle, des missions de réflexion et aussi par l'intermédiaire de ses filiales, des missions importantes comme Natixis qui fait des opérations sur le plan international, etc. Alors, il y a eu en 2024 un nouveau plan stratégique, comme il y a régulièrement et obligatoirement dans les banques, qui s'appelle Vision 2030. Vision 2030, ça veut dire qu'il faut plus considérer, encore plus qu'avant, le temps long. Le temps long est une notion chère à notre directeur général, c'est-à-dire pas juste qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour aller plus loin dans l'avenir. Trois piliers, je vais vite, 3 piliers ont été retenus par ce plan, c'est-à-dire une croissance destinée au temps long. Ça veut dire clairement que ce n'est pas forcément aujourd'hui qu'on verra le résultat, mais on le verra dans quelques années. Il faut aussi inspirer et donner confiance à tout le monde, à tous nos clients, à tous nos sociétaires pour l'avenir. Et il faut réaffirmer en tant que de besoin le côté totalement coopératif de nos opérations et notamment de la Banque populaire et des banques populaires, dont la Banque populaire d'Alsace, Lorraine-Champagne. Pour ça, le plan stratégique a prévu au fond 2 choses. D'abord, un élargissement de la zone géographique d'activité. Si Natixis, que Dominique connaît bien puisqu'il siège au sein de son conseil d'administration, a des activités
à l'intérieur du territoire français, mais aussi à l'extérieur. Il y a des bureaux aux États-Unis, en Asie, etc. On a tous constaté à un moment donné que l'activité qu'on appelle de retail, donc l'activité de clientèle, comme on fait nous principalement à la Banque Populaire Alsace-Lorraine, Champagne, eh bien, c'était une activité un peu trop franco-française. Alors, ça nous fait plaisir, mais en même temps, il faut quand même prévoir un peu l'avenir. Nos concurrents de l'étranger s'installent en France. Les États-Unis, les Chinois, les Japonais, qui ont de plus en plus de succursales dans nos régions. Et c'est la raison pour laquelle l'idée, c'est pas du tout de changer la structure de la BPLC, rassurez-vous, mais c'est prévoir des activités de banque traditionnelles, je dirais, de clientèle ou de retail à l'étranger et principalement en Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être augmenter le nombre possible de sources de revenus pour éviter, en cas de crise de l'une ou l'autre activité, de maintenir les résultats. Et ça se traduit pour l'instant, parce qu'il ne suffit pas de parler, il suffit de voir ce qui se passe, ça se traduit par 3 opérations que je relève. Tout d'abord, une opération qui est terminée, qui a abouti à une filiale de BPCE qui s'appelle Equipment Solutions. C'est le rachat des activités à la Société Générale de tout ce qui est le leasing du gros matériel d'équipement, mais en Europe. Donc ça mélange les deux dans tous les pays ou presque d'Europe. C'est une activité maintenant qui appartient à la BPCE. C'est une source de revenus, c'est très rentable, mais c'est aussi une source de facilité pour vous qui voulez faire des opérations ailleurs que sur le territoire français, et vous pouvez aller là-bas sous couvert de votre banquier habituel. Le deuxième projet, le premier projet, parce que l'autre c'est fait, c'est signé et c'est en fonction, c'est un rapprochement avec la Société Generali pour la gestion d'affaires. C'est une activité très importante, et si cette opération se fait, elle est encore en discussion pour des questions stratégiques, politiques, actionnariales, etc. Nous serons à ce moment-là le plus important gestionnaire d'affaires sur le territoire européen. Et troisièmement, vous l'avez vu dans le journal la semaine dernière, il y a une réflexion, pas plus pour l'instant, de rapprochement avec une banque traditionnelle, appelons ça comme ça, qui s'appelle la banque Novo Banco au Portugal, qui permettra d'avoir un pied au Portugal et là encore de compléter tout ce qui est notre activité. Donc nous sommes là-dedans, si vous voulez, dans les actionnaires, il y a 14 plus 15. Nous sommes un de ces 14 plus 15 qui avons participé au vote. Mais ça veut dire que quand vous êtes à la BPLC, on a tout le reste derrière et qui nous permet de nous renforcer et d'éviter des secousses trop importantes. Si demain, par exemple, en France, il y avait des impôts, une économie déroutante, etc., ça nous donne une force incroyable et une reconnaissance d'ailleurs de nos clientèles. Ça me paraît nécessaire de le dire parce qu'on ne le sait pas forcément. Deuxième volet de mon intervention, chez nous, comme on est une banque, mais fermement, viscéralement coopérative, on fait aussi de belles choses de façon plutôt bénévole. Et je voudrais me tourner vers un organisme qui s'appelle la Fondation Banque Populaire, qui est une fondation parisienne, mais dont les actionnaires sont les 14 banques populaires. Et là, nous proposons à 3 catégories de personnes, mais des personnes physiques, des musiciens, des personnes handicapées ou des artisans d'art. Nous leur offrons une possibilité d'entreprendre. Nous leur donnons sur 3 ans maximum, ça dépend, 10, 15, 20 000, 30 000 euros même, quelquefois, s'il y a du matériel à acheter, pour qu'ils démarrent dans la vie. Franchement, c'est une institution qui existe depuis 1992, qui fonctionne, qui a déjà délivré plus de milliers de prix. Nous avons des jurys uniquement professionnels, présidés par des gens qui connaissent leur domaine. Et parmi les heureux gagnants, vous avez les frères Capuçon, il y a quelques années, etc. C'est pas mal, je veux dire. Et donc là, ils viennent, si on veut qu'ils viennent, ils viennent facilement. Moi, je pense que ça nous fait chaud au cœur de savoir que
une partie, même si c'est une petite partie de notre activité au sein du groupe, eh bien, ça permet à favoriser des parcours de vie et des activités que les personnes ne pourraient pas faire autrement. Et puis, nous en arrivons à la BPLC, qui est une banque, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en parlera tout au long de l'Assemblée, mais qui est une banque très importante parmi les 14 et qui compte dans le cadre de ce groupe dont je viens de vous parler, qui a des scores très importants aussi de satisfaction de la clientèle, même si l'un ou l'autre pourra dire « je ne suis pas content de ceci, de cela ». Bien sûr, je ne dis pas que c'est parfait. Bien sûr, tout est perfectible, mais franchement, les résultats sont tout à fait au rendez-vous. Et ça, c'est une banque coopérative. Totalement, c'est une banque territoriale, on finance l'économie régionale et pour nous, c'est vraiment le but poursuivi de permettre aux entreprises locales, régionales, de poursuivre, de commencer ou d'augmenter l'activité. Et c'est une banque de proximité, une banque coopérative avec une politique RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises de premier plan. Je ne veux pas rentrer plus avant dans le détail parce que nous en parlerons dans quelques brefs instants. On fait de belles choses, on délivre aussi des prix, on est au cœur non seulement de l'économie, mais de la vie de chacun et c'est quand même important. Sachez quand même que dans le cadre du groupe, et ça vaut aussi pour la région, on finance à peu près un quart des personnes qui peuvent avoir plusieurs banques, bien entendu, mais un quart des Français ont des comptes dans le cadre de cet important volume d'activité au sein de BPCE et une grande partie en région ici, bien entendu. Donc tout ça pour vous dire que c'est une fierté que je voudrais vous transmettre, vraiment, un enthousiasme et une conviction profonde. On est dans un établissement formidable, on a des équipes formidables et je voudrais, et j'en terminerai, remercier vraiment chaleureusement tous les membres ici présents et en premier rang du conseil d'administration qui travaillent toute l'année, les anciens qui ont participé à cette belle et grande aventure, mais aussi je voudrais remercier très chaleureusement Dominique Garnier, notre directeur général, qui fait vraiment un travail formidable pour s'adapter aux évolutions quasi quotidiennes de l'économie, du côté digital, de la technique, etc. Mais aussi toutes les équipes qui sont avec lui, il y en a nombreuses ici, qui sont tous formidables. Franchement, je ne le dis pas parce qu'ils sont là, mais je le dis parce que je le pense sincèrement. Toutes les équipes, et puis, vraiment, c'est aussi l'essentiel, tous les sociétaires. La banque... elle vous appartient quelque part parce que les parts sociales constituent le capital social de la société. Vous avez le droit de vote que vous exercerez tout à l'heure et sans les sociétaires, nous ne serons rien. Nous ne serions rien, mais nous vous devons tout. Merci beaucoup et bravo de votre présence nombreuse. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci. Merci, Président. Je me tourne à présent vers Dominique Garnier. Nous allons écouter dans quelques instants Jean-François Robin, qui est le chef économiste du groupe BPCE et qui va nous dresser une rétrospective de l'année économique 2024 et nous projeter en 2025. Mais avant cette rétrospective, cette projection, je me tourne vers vous, Dominique Garnier, en tant que directeur général. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de contexte de taux, l'inflation sur 2024 ? Oui, merci d'abord Thierry pour tes mots, pour les équipes, parce que quand on vient rencontrer les sociétaires tous les ans, c'est un moment fort pour nous, pour le conseil bien sûr, pour l'ensemble du comité de direction générale qui m'entoure, pour tous les cadres, tous les managers, tous les collaborateurs, parce qu'on on est une banque coopérative et locale et donc on vient rendre compte. Et rendre compte, c'est aussi parler du contexte dans lequel on évolue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, on fera tout à l'heure référence aux Jeux Olympiques, qui était un très beau moment, c'est une année sportive. Sportif pour nos clients, sportif pour l'économie et sportif pour l'intensité. Alors pourquoi je dis ça ? C'est que chacun est bien informé, suit les informations au quotidien et a vu qu'on a eu... parce qu'il faut se remettre un peu, comme l'a dit Thierry, dans le temps long. 2024, c'est la suite des autres années. Donc on a eu la période du Covid, qui a été une période très sensible, parfois même très douloureuse au plan familial, pour certaines familles qui ont été affectées par des choses dramatiques, y compris des départs de personnes, des chers. Et finalement, derrière cette situation, il y a eu un contexte de reprise économique, mais qui était assez inflationniste.
Et je ne parle pas des derniers temps, avec, on verra peut-être tout à l'heure dans la vidéo, avec les impacts de l'élection du président Trump. Non, je parle vraiment du contexte européen et du fait que l'inflation ait eu une sorte de rebond, alors inconnu pour les plus jeunes, et ils sont nombreux dans la salle, mieux connu de ceux qui sont plus âgés et qui sont aussi nombreux dans la salle. Moi qui ai plus de la soixantaine, j'ai vu des taux d'inflation à 15% dans les années 80-90. Bon, là, on est reparti vers 4 ou 5. Et ce taux-là, il a fait que les autorités monétaires ont souhaité la juguler, l'inflation. Et la juguler, pour nous, c'est une conséquence, c'est que ça fait monter les taux. Alors ça, c'est très favorable pour les épargnants, parce que ça fait monter les taux de rémunération. Et c'est pour ça que vous avez connu, et nous avons connu un livret A qui est monté jusqu'à 3%. 3% livret A, c'était quand même les années 2008. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu un livret A à 3%. Et c'est bien que l'épargne des Français, que l'épargne de nos sociétaires puisse être convenablement rémunérée. Et puis en parallèle, ça a renchéri le coût du crédit. Et donc on est passé d'une phase où les taux des crédits habitat étaient autour de 1,50 et on a vécu une évolution de l'immobilier considérable qui a permis d'ailleurs à beaucoup de ménages, de primo-accédants, et ce qui est très bien, d'acheter leur maison ou leur appartement et donc de se mettre à l'abri, de faire de l'épargne de temps long, parce que quand on rembourse un crédit, surtout quand il y a peu d'intérêt, on fait tous les mois de l'épargne. Mais pour nous qui avons une banque à gérer, et pour la gérer de manière coopérative et locale, eh bien, il faut travailler ces pentes de taux de manière à ce qu'on soit pas trop réactif. Réactif, bien sûr, pour faire les bons taux, dans les deux sens, mais aussi bien gérer la banque. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Et quand on est sociétaire, et vous êtes sociétaire dans cette salle ou accompagnant, on a besoin de quoi finalement vis-à-vis de sa banque quand on vient à l'Assemblée générale? On a besoin de savoir si la banque dans laquelle on a mis son argent se porte bien. Et savoir si une banque se porte bien, c'est est-ce qu'elle a une bonne solvabilité. On y viendra dans quelques instants. On a la meilleure solvabilité des banques populaires. Et ce n'est pas l'année 2024 qui l'a dénié, mais ce n'est pas non plus l'année 2024 qui l'a construit. Ça fait des années que la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, fruit de la fusion et des choix qui ont été faits par les conseils d'administration de se dire, et d'ailleurs en sollicitant les sociétaires et en disant, mais finalement, la banque, elle doit grandir, elle doit être de 100 ans. On y reviendra aussi pour investir. Et donc, la banque est très solvable. On a un ratio de solvabilité qui est à la fin de l'année à 22 points et demi. C'est considérable. C'est 2 fois ce que requièrent les autorités de régulation qui nous contrôlent et c'est très bon signe. Puis la deuxième chose, c'est que face à ces vagues de taux, on a réussi à maintenir un niveau de rentabilité. Le chiffre d'affaires a un peu baissé. On appelle ça le produit net bancaire. On le verra dans quelques instants. Mais on a maintenu une rentabilité tout en étant prudent sur les provisions et autres. Donc ça, c'est bien. Je pense que pour nos sociétaires, ça montre que financièrement, la banque est solide. Et quand on dépose son argent dans la banque, on a besoin de savoir si elle est solide. La banque, c'est un coffre-fort, même si aujourd'hui, il est plus virtuel. Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure sur le sujet de la fraude et de tous les sujets. Voilà, donc une année très sportive, mais une belle année qui boucle et puis qui nous permet d'envisager d'autres perspectives. Mais on va regarder ça plus en détail parce que écouter l'économie internationale avec le chef économiste du groupe qui est Jean-François Robin, c'est intéressant, il est sympa, il est didactique, donc on l'écoute tout de suite. Vous avez fait le lancement, Dominique Garnier. Allons-y. Bonjour. Alors je crois qu'il y a 3 éléments qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est quand même la guerre contre l'inflation qui est gagnée. Alors, on vient d'une inflation qui était à 10,6 en octobre 2022. On finit l'année 2024 à 1,3% en France. Donc il n'y a plus vraiment de débat. L'inflation revient dans son lit. Après un excès de passé pendant 2 ans, on revient. C'est la fin de l'inflation. Et donc le deuxième élément, je pense, qui caractérise 2024, c'est que toutes les banques centrales du monde ont commencé à baisser leurs taux. On voit ces baisses qui se sont succédées justement parce que l'inflation est revenue quasiment à la normale. Et puis la troisième chose, je crois, c'était quand même une année d'élection. On avait 70 pays, 2 milliards d'habitants qui avaient des élections. Alors plus ou moins des élections, quand vous êtes en Russie, c'est plutôt un plébiscite, mais quand même, on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'élections qui comptent en Grande-Bretagne, à Taïwan et bien évidemment aux États-Unis. Et ça va sans doute qualifier l'année 2025. Je crois que ce qui caractérise 2024 et qui va être très différent en 2025, c'est qu'on vient dans un monde qui était très synchronisé. En fait, toutes les économies mondiales sont rentrées en même temps dans le Covid.
Toutes les économies mondiales ont fait à peu près la même chose. Elles sont confinées, elles ont baissé les taux d'intérêt, elles ont fait des dépenses budgétaires, en moyenne 15% de dette sur PIB de plus partout. Et puis ensuite, toutes les économies mondiales sont sorties quasiment en même temps du Covid et elles ont fait la même chose, de relâcher les règles et puis de dépenser un peu moins et puis de remonter les taux avant de les rebaisser. Donc je pense qu'il y a une synchronisation du cycle qui pour moi se termine en 2024 finalement à la baisse puis à la hausse. Et ça, je crois, c'est ce qui va caractériser le futur, c'est la désynchronisation. Les économies mondiales, américaines, européennes, chinoises, vont être dans des cycles et des dynamiques très différentes, aussi bien en termes économiques qu'en termes de banque centrale, de marché financier. Alors 2025, c'est le monde, c'est la plongée dans l'inconnu, c'est un nouveau monde. C'est des révolutions partout. Songez que c'est sans doute la fin de l'OTAN. Les États-Unis ne se reconnaissent plus comme le leader du monde libre. Le shérif est en train de revenir dans son fort. C'est un isolationniste. Il ne se préoccupe absolument pas de l'Europe, ni de Taïwan probablement. Et donc on a un monde qui est devenu beaucoup plus incertain, beaucoup plus risqué, avec des alliances qui sont de plus en plus claires entre la Chine et la Russie. Et puis tout d'un coup, on voit les États-Unis qui essaient de se rapprocher de la Russie de leur côté. Donc on a un moment très 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 délicat pour l'Europe dans ce monde géopolitique-là. Et je crois que ce qui va caractériser 2025, ce sera un succès ou un échec en fonction de ce que va être capable de faire l'Europe en réaction à ce nouveau monde qui est en train de naître. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on était parti sur un début d'année 2025 en se disant c'est l'Amérique d'abord. Tout le monde va vouloir investir aux États-Unis, qui vont déréguler, qui vont baisser les impôts. Ça va être pro-business, Trump va être pragmatique. Ça, c'était le début d'année. Les actions sont en hausse, l'euro est en baisse, doit passer sous la parité. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le monde s'inquiète de ce qu'est en train de faire Trump. Une guerre commerciale, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants, y compris les États-Unis. Et l'Europe qu'on voyait perdante est en train de se réinventer quelque part. L'Allemagne a compris qu'on était seul en Europe, qu'il fallait aller vers une souveraineté européenne. Et que fait l'Allemagne avec le nouveau gouvernement? C'est de dépenser beaucoup plus. Et on se retrouve du coup avec une Europe qui est en train de s'affranchir des règles qui l'empêchaient d'investir un petit peu, notamment sur la défense, parce qu'on est seul. On est isolé maintenant face aux grandes puissances de ce monde. Et donc, c'est beaucoup plus de dépenses publiques. Et on peut maintenant plutôt penser que l'Europe va rebondir par rapport à ce qu'on voyait. Donc, on est plutôt à réviser en hausse l'Europe et à la baisse les États-Unis. Voilà, c'est important de se plonger dans un contexte un peu plus mondial. Et pour autant, je vous propose de nous recentrer sur la BPALC. Dominique Garnier, qu'est-ce qui a caractérisé l'année 2024 ? Et comme le dit Jean-François Robin, vous avez vu, il est très pédagogue et il est très clair. Et d'ailleurs, on a besoin d'expliquer l'économie comme il le fait. On a eu 2 semestres, en fait, très différents. Le premier semestre, on a eu une dynamique sur les entreprises et les professionnels. Vous savez qu'on est une banque importante. On a une très nombreuse clientèle entreprise, agricultrices ou agriculteurs et de professionnels de tous ordres. 8000 entreprises, près de 40 000 professionnels et agriculteurs clients actifs. Et dans cette période-là, qui était la période en fait pré-élection, avant que le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée, on était plutôt sur une pente ascendante au plan du moral. Et donc, l'économie était, je ne dirais pas qu'elle était florissante, parce que le PIB n'était pas extraordinaire, mais l'économie était là. Et on avait par contre un marché de l'immobilier qui était refroidi. Parce que les taux de crédit habitat étaient, en janvier 2024, ils étaient à 4,30. Et donc, de fait, il y avait de l'attentisme chez les particuliers et de la confiance chez les entreprises. Deuxième semestre, boum, l'inverse. Les taux baissent, l'inflation baisse, donc ça permet aux banques, ça nous a permis de manière concurrentielle, même s'il y a un marché qui est plus étroit, et on l'a vu dans nos encours, on y reviendra dans quelques instants, puis on l'a publié dans ce qu'on a adressé à nos sociétaires, on a produit moins de crédit habitat. C'est pas qu'on a resserré la vanne et qu'on ne veut plus prêter. Nous, on est là pour prêter de l'argent aux clients, bien sûr. Mais encore faut-il qu'ils aient des projets et qu'ils aient envie d'investir. À l'inverse, les entreprises, ça les a refroidis, parce que quand vous avez un contexte économique dans lequel on vous annonce des impôts supplémentaires, sans faire de politique, je ne fais pas de politique, je dis ce que les chefs d'entreprise ressentent et nous disent, ou les professionnels, quand on vous rajoute des normes, quand vous créez de l'incertitude et vous affectez la confiance. Et un chef d'entreprise ou son équipe, il a besoin d'avoir confiance pour investir. Et donc, on a vu là, au deuxième semestre, une dynamique moins forte. Il y a une belle dynamique qu'on a vue aussi, c'est autour de l'épargne. D'ailleurs, on a choisi en 2024 d'investir fortement. On a créé ce qu'on appelle une filière, en quelque sorte,
qui est existante, mais on l'a encore mieux structurée, on a encore recruté pour avoir une banque privée, une gestion de patrimoine de haut rang. C'est très important le patrimoine, même si chez nous, en France, il est très taxé, et c'est à se demander si on a intérêt à faire du patrimoine pour le transmettre à ses enfants, tellement c'est taxé. Mais bref, d'ailleurs, il faut donc conseiller nos clients sur le fait que, finalement, quels sont pour eux les meilleurs placements pour sécuriser leur épargne, en tirer le bon rendement dans le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre. Parce que nous, on n'est pas là pour forcer nos clients et nos sociétaires à prendre les risques qu'ils ne veulent pas prendre. C'est pour ça qu'on est très précautionneux en agence et avec l'ensemble de nos experts pour avoir le bon niveau de dialogue. Et on a souhaité renforcer l'expertise, on a recruté des ingénieurs patrimoniaux, on a recruté un directeur de la banque privée qu'on a été, entre guillemets, piqué à la concurrence, parce que parfois la concurrence peut y avoir des talents, ça peut arriver, et on les a amenés chez nous. Et avec ça, on a progressivement aussi proposé à des clients qui le souhaitaient d'être transférés dans des agences spécifiques banque privée. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des clients plus importants que d'autres, c'est pour avoir, par rapport à leurs besoins, un niveau de conseil qui est meilleur encore. Et on a vu un rebond avec ça, notamment de l'assurance vie, qui reste le premier moteur, un des excellents moteurs pour nos clients pour placer leur argent. Ça, c'est les deux points. Le troisième point qu'on a vu monter en évidence, et d'ailleurs au conseil d'administration, tout à l'heure on en parlait, puisqu'on avait en début d'après-midi sous la présidence de Thierry un conseil, c'est le fait de rester une banque locale, ancrée avec nos agences. On a vu des réseaux qui ont annoncé, je ne citerai aucun réseau Thierry, parce que ce sont des confrères, néanmoins c'est des concurrents. On a vu ici des réseaux annoncer le fait qu'en dessous de 7 collaborateurs, il va falloir fermer les agences. Nous, on est très contents d'avoir encore partout des agences de moins de 7 collaborateurs. C'est parfois complexe, parce que quand il y a une maternité, un départ et autres, oui, bien sûr, on peut avoir ici ou là des postes vacants, le moins possible, mais on n'a pas eu la vocation à fermer nos agences. Il peut nous arriver en centre-ville de faire quelques regroupements, parce que c'est opportun. Ça nous est arrivé à Colmar. À Colmar, on a une agence qui a brûlé avec les émeutes. Sous couvert du président, du maire de Colmar, pendant 2 ans, on a cherché à trouver une solution. On ne l'a pas trouvé, finalement, on va regrouper avec nos agences de Colmar. Ça, c'est pragmatique. Mais globalement, on garde nos agences. Mais en parallèle, on investit beaucoup aussi sur ce qu'on appelle le digital, ce qu'on a tous ici en main. J'espère d'ailleurs que vous utilisez notre application, qui est absolument formidable, elle est notre Google, qui est extraordinaire, parce qu'elle est pratique, parce qu'elle est incroyable. Parce qu'on y retrouve tous les extraits de compte depuis 10 ans, parce qu'on peut sécuriser sa carte bancaire, parce qu'on peut faire des virements, parce qu'on peut faire un virement instantané, parce qu'on peut avoir ses comptes en ligne. Et donc, on a la banque chez soi. Donc, on a la banque à l'agence et la banque chez soi. On a investi là-dessus et le conseil nous pousse à aller dans ce sens et il a raison. Peut-être un dernier point aussi, c'est qu'on est très attentif à la satisfaction clientèle. Notre président l'a dit. Alors, on sait tous et toutes qu'un client mécontent, on parle beaucoup plus qu'un client content. Mais il vaut mieux avoir plus de clients contents que de clients mécontents. Et on le suit de très près, on se compare aux autres banques populaires et puis on regarde surtout sur le territoire, comparé à nos concurrents locaux, parce que nous on est une banque locale, nos affaires elles sont dans le Grand Est, on collecte dans le Grand Est, on prête dans le Grand Est. Et on prête en Alsace, Lorraine, Champagne et pas ailleurs. Ça peut arriver qu'on suive un client qui s'implante. Un chef d'entreprise qui a une unité de production, qui nous fait confiance et qui se dit je vais m'implanter un peu ici ou là, on l'accompagne parce que sa racine, elle est locale. Même si ses ailes, elle s'envoie sur un autre territoire. Et donc, on est très attentif à ça. Je me permets, Thierry, de dire que sur les particuliers, par exemple, je ne vais pas citer toutes les clientèles, mais je pourrais parce qu'on est numéro 1 dans beaucoup d'endroits. Sur les particuliers ici, comparé à toutes les autres marques, on est numéro 1 de la satisfaction des clients. Ça doit nous donner envie d'en avoir plus. Et un des sujets, c'est l'évolution du fonds de commerce. C'est un sujet qu'on travaille, parce que l'évolution du fonds de commerce, elle se fait aussi avec la mobilité bancaire. Et la mobilité bancaire, elle ne se décrète pas. Elle se fait avant tout, et c'est d'ailleurs le rôle que jouent nos sociétaires par la recommandation. Est-ce que j'ai envie à ma famille, à des amis, à des collègues ou à mon environnement, finalement, de leur dire qu'ils devraient peut-être aller tester la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne, parce que franchement, c'est une banque qui est efficace, performante, humaine, coopérative et de proximité. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, une année contrastée sur le plan du crédit. J'ai un dernier point aussi à évoquer. C'est que moi-même, de temps en temps, j'oublie que je suis aussi assureur. Nous sommes des assureurs. Nous sommes la banque populaire, qui a le plus de clients assurés au sein de notre maison. Quand on compare notre taux d'équipement, le nombre de clients qui ont une assurance chez nous, aujourd'hui, on a un particulier sur 3 qui est assuré chez nous. C'est incroyable. Il y a 10 ans, on était à 1 sur 5. On est 1 sur 3. Il faudra aller à 1 sur 2. Pourquoi ? Parce que, somme toute, quand on fait confiance à sa banque,
qu'on y dépose son argent, qu'on est content des collègues et des collaborateurs, des conseillers avec qui on a une relation et qui font le job au quotidien, honnêtement, pourquoi aller s'assurer ailleurs? Donc on va pousser ça parce que c'est fondamental. Et être bien assuré, c'est très important. Souvent, quand on s'assure, on regarde beaucoup le prix, ce qui est normal. Mais le jour où il y a un pépin qui arrive, vous avez vu l'évolution des crises climatiques, vous avez vu les inondations qui se sont passées dans le pays, ben c'est là où il faut être réactif pour que le sociétaire et le client se disent bon sang de bois, qui j'appelle, quand est-ce que passe l'expert, comment je vais t'indemniser, et d'avoir le bon niveau de clarté, de référence. On a beaucoup investi sur ce sujet, on le fait Thierry avec le groupe, avec BPCE Assurance, et on obtient des scores de satisfaction qui là aussi sont très probants. Voilà les quelques éléments. Honnêtement, on aimerait passer avec vous 3 heures pour vous raconter l'année, tellement on a d'anecdotes, mais Thierry ne m'a pas autorisé ce soir à aller plus loin. Merci Dominique Garnier. Je crois que vous vouliez quand même évoquer, comme Thierry Kahn l'a fait, avec le conseil d'administration, vous vouliez évoquer votre équipe de proximité qui a eu quelques évolutions. Oui, parce qu'une équipe de direction, un directeur général, tout seul, ça ne donne pas grand-chose en fait. Hein. Donc on est 2500 dans la maison. D'ailleurs, au demeurant, l'an dernier, on a recruté 300 personnes. Ah, bien sûr, il y a eu des départs. On a recruté en fait 200 CDI et 100 alternances, qu'on croit à l'alternance. Moi-même, mon cher Raphaël, vous le savez, j'ai commencé ma carrière à 21 ans alternant à la Banque Populaire. Donc c'est dire si on peut faire chemin dans cette couleur. Puis là, vous avez à l'écran, où on va la mettre dans quelques instants, l'équipe qui m'entoure. Alors on a fait, comme on vous recevait ce soir, on a fait des belles photos, ce qui vous permettra aussi lors du cocktail de les reconnaître, de les interpeller. C'est une équipe formidable. J'ai la chance d'être entouré de très grands experts, des femmes et des hommes de confiance. Ils sont pour bon nombre d'entre eux nés ici ou d'ici. On est un peu la banque d'ici. Quelques-uns viennent d'ailleurs, et c'est pas mauvais. Moi-même, je viens d'ailleurs. Je suis angevin, je ne suis pas alsacien. Ça commence avec la lettre A, c'est pas mauvais. Et puis, on a eu aussi quelques départs, parce que c'est une équipe qui vit. On a l'un d'entre nous qui est là ce soir. Je ne sais pas si c'est Momi Aded, qui était au comité de direction générale, notre directeur juridique, qui, après des tas d'années de carrière, est parti à la retraite. Et puis, on accueille des nouveaux. C'est le cas de Christophe Descaux, qui est arrivé chez nous tout récemment. Voilà, une équipe qui vit. Alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup de dames dans la salle. Elles vont dire, bon, monsieur, il est gentil, monsieur Garnier, mais on ne voit pas beaucoup de femmes. Je reconnais qu'on a encore un peu de travail. Mais au moins, on peut saluer et applaudir les 2 qui sont au CDG. Alors, petit clin d'œil, j'ai démarré moi-même stagiaire à la Banque Populaire du Haut-Rhin. Donc voilà, comme quoi. Merci Dominique Garnier. Nous allons passer au rapport de gestion. Nous allons parler du rapport du conseil d'administration de votre banque. Et Président, je vous propose, comme nous venons de l'évoquer, de visionner le rapport financier 2024 qui détaille le bilan et le compte de résultat. Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, voici maintenant le rapport financier 2024 comprenant le bilan et le compte de résultat de l'exercice. Au 31 décembre 2024, le total du bilan s'élève à 34 milliards d'euros. Les crédits à la clientèle représentent 61,3% de l'actif du bilan. Ils sont principalement formés des crédits immobiliers, des crédits équipements, du crédit bail et des crédits à la consommation. Les dépôts de la clientèle occupent 59% du passif du bilan. Les refinancements auprès du groupe BPCE le constituent à hauteur de 29,6% et les capitaux propres à hauteur de 7,6%. Le montant de ces derniers atteint 2,6 milliards d'euros, composé de la collecte de parts sociales et de la mise en réserve des résultats. Le capital social d'1,3 milliard d'euros est entièrement détenu par les 329 375 sociétaires de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. La structure financière de la banque est solide, avec un ratio de solvabilité globale de 22,5% au 31 décembre 2024, de presque le double de l'exigence réglementaire. Cela nous place au premier rang des banques populaires. L'actif du bilan génère des produits dans le compte de résultat. Produits d'intérêt majoritairement issus des crédits clientèle et commissions sur les services bancaires délivrés aux clients. A l'inverse, le passif génère des charges dans le compte de résultat. Charges d'intérêt des dépôts clientèle et charges d'intérêt des refinancements. À cela s'ajoutent d'autres charges, les frais généraux, les provisions pour risque et l'impôt sur les sociétés. La différence entre l'ensemble de ces produits et de ces charges, comme nous allons le voir, correspond au résultat net de l'exercice.
En 2024, l'actif du bilan a généré 1,96 milliard d'euros de produits d'intérêt, dont 521,6 millions d'euros d'intérêts perçus des crédits clientèle. Avec l'augmentation des taux des nouveaux crédits octroyés, on observe une progression des intérêts des crédits de 10,6%, et ce malgré la baisse de 10,8% des encours de crédit, qui atterrissent à 20,8 milliards d'euros dans un marché des crédits immobiliers peu dynamique. La Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a toutefois accompagné ses clients par la concrétisation de plusieurs dizaines de milliers de projets, personnels et professionnels, à hauteur de 3 milliards d'euros. Ces projets ont été financés à travers notre réseau d'agences et de centres d'affaires implantés dans 9 départements du Grand Est. Les prêts personnels et les prêts immobiliers, essentiellement réalisés avec la clientèle des particuliers, ont engendré une production répartie de la manière suivante. Prêts personnels et assimilables, 515 millions d'euros. Prêts immobiliers, 928 millions d'euros. Les prêts équipements, concernant les professionnels, le monde de l'agriculture, de la viticulture et les entreprises, ont donné lieu à une production qui se décompose comme suit. Prêts équipements, artisans, commerçants, agriculteurs, viticulteurs et PME-PMI, 1,3 milliard d'euros. Crédit bail, financement de matériel, 280 millions d'euros. Nous venons de voir l'actif. Observons maintenant le passif. À l'origine de 857,3 millions d'euros de charges d'intérêt, dont 446,3 millions d'euros de charges sur les dépôts clientèle qui totalisent un montant de 20 milliards d'euros. Dans le contexte de taux élevés, la rémunération de l'épargne clientèle a augmenté de 23% par rapport à l'année 2023. Concernant les particuliers, nous avons encore assisté à des arbitrages des dépôts à vue non rémunérés vers les livrets réglementés, dont la rémunération est restée à un niveau élevé de 3%. Concernant les professionnels, les entreprises et les institutionnels, le taux de leur placement, notamment en compte à terme, reste également très attractif, entre 3 et 4%. Le compte de résultat comprend aussi les commissions, rémunération des produits et services tels que les moyens de paiement, les placements financiers et les produits d'assurance pour 275,6 millions d'euros. Les commissions sont en forte augmentation de 5%, fruit du bénéfice des efforts consacrés à l'équipement de notre clientèle. Entre autres, en produits d'assurance vie, dont l'encours a progressé de 5,6%, et également en matière d'assurance IARD et prévoyance. La somme des produits d'intérêt et des commissions permet de couvrir non seulement les charges d'intérêt que nous avons vues, mais également les frais généraux, constitués des frais de personnel et des frais généraux divers. Les frais généraux restent maîtrisés et s'élèvent à 348,6 millions d'euros, en baisse de 4,3% grâce à diverses économies sur nos frais de fonctionnement et à un allègement de nos taxes réglementaires par l'absence de contribution au fonds de résolution unique, dont la constitution est arrivée à son terme fin 2023. Pour rappel, il s'agit d'un fonds destiné à la résolution des défaillances bancaires en cas de survenance dans l'un des 21 pays membres de l'Union bancaire de l'Union européenne. Les postes coût du risque et impôt société complètent la vision de l'ensemble des charges de l'exercice. Dans un contexte de recrudescence des défaillances d'entreprises, le coût du risque augmente significativement en 2024 pour atteindre 46,3 millions d'euros, soit plus 53,4% par rapport à 2023. Les impôts sociétés ressortent à 19,9 millions d'euros. Le total coût du risque et impôts sociétés est de 66,2 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 73,8 millions d'euros, en hausse de 2,7% par rapport à l'exercice 2023, grâce à un PNB en hausse de 2,7% et des frais généraux en baisse de 4,3% qui permettent de compenser l'augmentation du coût du risque. On notera que ce résultat net comprend celui de la succursale de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne au Luxembourg. Le groupe Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne publie également des comptes consolidés en normes IFRS. Cette consolidation consiste à agréger aux comptes de la BPALC ceux de ses filiales et ceux de ses fonds communs de titrisation. Ces derniers renferment les produits issus des créances que la BPALC a pu financer auprès d'investisseurs à un prix avantageux, car les créances constituent une garantie face au financement.
Ce mécanisme est géré pour le compte de l'ensemble des banques populaires par le groupe BPCE. Au 31 décembre 2024, les filiales de la BPALC sont les suivantes. Eurocapital, société de capital investissement régional dont la vocation est commerciale, Cegimlor et Sipmea dont la vocation est patrimoniale, 3 sociétés de caution mutuelle affiliées, Socama Alsace-Lorraine-Champagne, Socami Alsace-Lorraine-Champagne et Soprolib Alsace-Lorraine-Champagne. Le bilan consolidé est de 36,9 milliards d'euros et le résultat net part du groupe de 103,2 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice 2023. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention. Voilà pour le bilan et le compte de résultats. Il y a une question qui n'a pas été évoquée dans cette vidéo, Président. C'est exprès. Vous avez raison, c'est la question de la rémunération des parts sociales. Ça mérite peut-être qu'on en parle un peu plus, parce que le taux de rémunération, c'est toujours un intérêt pour tout le monde et c'est bien normal. Je rappelle qu'il y a d'abord une réglementation. La réglementation, il y a un calcul très compliqué dont je vous fais grâce. En ce qui concerne cette année, nous permettrait de rémunérer jusqu'au maximum de 4,80%. Quitte à vous décevoir, ce n'est pas le chiffre que je vous proposerai. On n'a jamais mis le maximum, mais il faut bien une réglementation à un moment donné. Ensuite, nous avons quand même une discipline, et je me tourne vers les représentants de la Fédération Banque Populaire ici présents, Madame Béatrice Vignon et Sébastien Santubéry, qui pourront en témoigner. On essaye, tout en respectant la liberté de chacun, de rester dans une échelle à peu près correcte. C'est pas qu'il y ait un qui distribue 4 et l'autre qui distribue 1, ça serait peu compris. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, par ailleurs, la direction générale de BPCE nous a fait une proposition à toutes les banques populaires, mais aussi aux caisses d'épargne, entre 1,75% et 2,50%. Madame Béatrice Vignon nous dira qu'on est au sommet et qu'on est à 2,50%, donc le maximum que ce qui nous est proposé. J'attire votre attention sur le fait que ce genre de décision est prise d'abord par le bureau. Je me tourne vers les membres éminents du bureau. Il y a eu une discussion entre le maximum et pas le maximum. C'est le maximum par rapport aux propositions qu'il a emporté 2,50. C'est quand même une rémunération confortable, même si, et j'insiste tout particulièrement parce que ce n'est pas forcément dans l'esprit de chacun, une part sociale n'est pas un instrument financier, ce n'est pas un produit financier. C'est un attachement à la banque, mais évidemment avec une reconnaissance de la banque vis-à-vis de ses sociétaires, mais on ne peut pas vendre ça, on n'a pas le droit, sinon on serait poursuivi et condamné par les autorités, nos superviseurs. Donc, je pense qu'on a fait un effort maximum de 2,50%, sachant que de toute façon, le nombre de parts sociales est limité entre les mains de chacun. Mais pour que vous vous rendiez compte de façon encore plus précise que ça représente, la totalité de ce qui va être distribué, c'est 31,8 millions d'euros. Donc, je tiens à vous le dire, c'est pas de loin pas rien du tout, c'est même beaucoup, et je suis content, en conséquence, de vous l'annoncer. Bien, on va passer au rapport des commissaires aux comptes. Alors effectivement, je demande à nos commissaires aux comptes de monter à la tribune. Nous avons 2 commissaires aux comptes, Monsieur Mehdi Bendiab de la société PricewaterhouseCoopers et Monsieur Xavier de Coninck pour la société KPMG SA, qui ont passé au peigne fin l'ensemble de nos comptes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Bonsoir à tous sociétaires. Mesdames, Messieurs, nous allons faire lecture condensée de nos rapports. Ils sont au nombre de 3, puisque vous serez amenés à voter sur ces 3 rapports. 2 rapports qui portent sur les comptes sociaux et les comptes consolidés, et un rapport qui porte sur les conventions dites réglementées. Je vais vous faire lecture des 2 rapports sur les comptes, lecture synthétique, puisque ces rapports étaient présents dans les documents qui vous ont été envoyés à cet AG. Rapport que nous avons émis
En date, je ressors, puisque ça fait déjà un petit moment, c'était le 11 avril que ces rapports ont été émis, produits dans les délais de convocation. Le premier rapport donc, porte sur les comptes consolidés. Il est en norme IFRS, comme vous le savez. Ça fait maintenant plusieurs années que votre banque publie des comptes consolidés en norme IFRS. Ce rapport donc, émet une opinion. Je vais casser tout suspense dès à présent, puisque cette opinion est une opinion sans réserve ni observation, qui confirme la qualité du travail comptable des équipes de la banque. Nous avons donc fait un certain nombre de travaux, comme sont prévus par les normes dans la matière. Le référentiel, comme j'ai dit, est le référentiel IFRS. Nos travaux donc, portent sur un certain nombre de thématiques et on a dans notre rapport, si vous avez lu en détail, un certain nombre de justifications, des appréciations. Deux postes principaux en fait, attirent notre attention et sont détaillés de façon assez importante dans ce rapport. C'est premièrement, et ça ne vous étonnera pas, ce qu'on appelle le coût du risque, les dépréciations des prêts et créances, puisque c'est le principal risque que porte une banque populaire ou un établissement de cette nature, banque de détail, c'est principalement ça, parce que vous êtes très peu exposé sur les risques de marché, c'est vraiment sur le risque de crédit que vous êtes exposé. Et puis vous avez un deuxième élément qui est important dans votre bilan, et votre président l'a exposé, c'est BPCE, votre organe central, et donc vous portez dans votre bilan des titres de cet organe central, et là aussi nous faisons un travail annuel pour s'assurer que la valeur des titres est conforme et ne nécessite pas de dépréciation selon les référentiels comptables IFRS pour les comptes consolidés, sociaux pour, normes françaises pour les comptes sociaux. Donc à l'issue de tous ces travaux, nous arrivons donc à une opinion que je vous ai dévoilée. Nous avons aussi un certain nombre de diligences que nous effectuées, ce qu'on appelle les diligences spécifiques sur la lecture du rapport de gestion, sur les convocations, les résolutions qui sont soumises. Tous ces travaux, donc là aussi, ont fait l'objet de travaux et sont conformes, ce qui nous a permis d'émettre ce rapport. Donc là, j'ai cité le rapport en normes IFRS. On a le pendant en normes françaises sur les comptes sociaux exclusivement. Donc comme c'était très bien expliqué dans cette vidéo, vous avez bien vu, il y a deux comptes de résultats, deux résultats. Un, c'est les comptes sociaux simplement de Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne en normes françaises, donc c'est que l'entité SA. Et puis vous avez compte consolidé, c'est l'ensemble de la banque et de ses filiales. Et je vais laisser Mehdi vous parler du rapport spécial sur lequel vous serez aussi amené à vous prononcer. Merci Xavier. Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques informations concernant le rapport spécial des commissaires aux comptes et par la force des choses, je serai un peu plus synthétique et plus bref que mon confrère puisque, ça me permet d'introduire le sujet, il n'y a pas eu de nouvelles conventions réglementées, conclues et autorisées au cours de l'exercice écoulé. Autrement dit, vous retrouvez un rapport spécial, je dirais, identique à celui que vous aviez déjà l'année dernière et peut-être pour certaines conventions les années précédentes, puisque vous ne retrouvez que des conventions anciennes qui sont liées à BPCE, et j'ai envie de dire par la force des choses également, puisque compte tenu de votre réseau, il est tout à fait normal et légitime de retrouver ces conventions avec le groupe BPCE. Voilà Dominique, voilà Thierry, ce qu'on peut vous dire. Tout à fait, qui ont déjà été approuvés lors de l'AG ou des AG précédentes. Merci au commissaire aux comptes. On vous laisse rejoindre la salle. Vous l'évoquiez en introduction, Dominique Garnier, si on revient sur l'année 2024, difficile de passer à côté d'un projet emblématique, d'un sujet qui a tenu en haleine les Français, pas que les Français, localement aussi, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le passage du relais de la flamme sur notre territoire. Oui, alors d'ailleurs, je trouve que les JO qui se sont déroulés en France ont bien représenté l'esprit français. C'est-à-dire qu'avant que les JO arrivent, on était tous un peu chafouins en disant « bon, ça coûte très cher, est-ce que ça va réussir ?» Puis on avait quand même une vraie crainte sur le sujet de sécurité, disons-le. Et puis, il faut reconnaître que sportivement, je ne parlerai pas de la cérémonie d'ouverture qui a fait débat parfois, mais je parle vraiment des épreuves qui ont été extraordinaires. Il y a eu un engouement fou, absolument. Et puis, on a eu la chance, nous, de participer au relais de la flamme. Et on a eu sur le territoire 6 villes chaudrons, c'est-à-dire des villes où le soir le chaudron était allumé, notamment ici à Strasbourg. On voit des photos d'ailleurs des équipes, des collaborateurs. On a pu offrir à des clients le fait de porter la flamme. On a fait même un relais collectif sur notre site central au Charlemagne. On a fait un covering qu'on a vu il y a quelques instants de notre site le W à Strasbourg. Bref, on a souhaité participer à cette fête qui a été fantastique. On voit à l'écran Armel Lecléache et Marie-Gisèle Pérec qui ont fait la fameuse transatlantique entre Brest et les Antilles pour porter la flamme à bord du multicoque Banque Populaire
que de souvenirs, que de bons moments. J'imagine qu'en famille, vous aussi, avec les enfants ou les uns les autres, vous avez vibré avec le drapeau français, avec nos athlètes. C'était une expérience incroyable. On est très fiers, nous, à la BPLC, d'avoir à notre humble échelle participé à ce grand moment. Et voilà pour ce grand moment. Et dans un autre registre, là je me tourne vers Thierry Kahn, président. Je voulais évoquer avec vous la dimension coopérative de la banque. On l'a déjà un peu évoqué. En tant que banque coopérative, la BPLC met un point d'honneur à apporter une contribution à son territoire, au-delà de ce qu'elle apporte d'un point de vue économique, par le crédit, l'épargne. Elle apporte une contribution de façon désintéressée, notamment au tissu associatif, via le mécénat. Exactement. Comme banque coopérative, on a des obligations réglementaires. Nous les respectons, on n'en parle pas. Mais c'est effectivement, comme le disait justement Raphaël, c'est le supplément d'âme, c'est le plus qui est quantifié sous contrôle. Hein. On a un réviseur coopératif, on a beaucoup de gens qui surveillent tout ça, ce qu'on appelle l'empreinte coopérative et sociétale. Ça fait pas mal de temps, depuis je crois 14 ans, qu'on essaye d'en faire plus. Et on en fait beaucoup plus. C'est un investissement financier conséquent, mais ça fait partie de notre ADN de faire ça. Alors, si vous voulez, pour rentrer plus un peu dans l'exemple, il y a plusieurs questions centrales pour la RSE, je vous en fais grâce, mais pour la BPLC, il y a 3 thèmes principaux. Il y a d'abord la gouvernance. Nous avons un point d'honneur de respecter la gouvernance, et notamment par la qualité et l'importance de l'information qu'on vous fournit. Ce soir, par exemple, vous êtes nombreux, ce qui nous fait plaisir, j'ai eu l'occasion de le dire, et l'information qu'on vous livre, elle est fidèle, on peut répondre aux questions, vous êtes vraiment à la place de celui ou celle qui est avec nous dans le cadre du fonctionnement de la banque. Il y a aussi l'engagement sociétal, c'est très important, ça veut dire tout ce qu'on donne, tout ce qu'on offre aux uns et aux autres, mais on en parlera dans un instant. Et puis les relations et conditions de travail de tous nos collaborateurs. C'est vraiment le cœur de chauve. Ce n'est pas une entreprise qui veut faire un profit, c'est une entreprise qui veut faire du profit, parce que sans profit, on ne peut rien distribuer, mais qui en même temps fait son travail localement et qui respecte cet engagement de territorialité qui nous est si cher. Alors, je vous propose de découvrir l'esprit de l'empreinte coopérative et sociétale au travers d'une action qui est emblématique aujourd'hui, notamment en Alsace, puisqu'elle a fêté son 19e anniversaire en 2024. C'est les prix de l'engagement associatif, qui ont été les prix Initiative Région à une époque. Et je vous propose de découvrir cet esprit-là au travers d'une vidéo bilan de ce qui s'est fait en 2024. Il suffira d'une étincelle, d'un mot d'amour pour allumer le feu, allumer le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Ça fait 19 ans qu'on honore des associations méritantes, des bénévoles engagés dans les domaines de la solidarité et de l'humanitaire, de la mise en valeur de notre patrimoine régional et dans les domaines de la préservation de l'environnement. La particularité des prix de l'engagement associatif, c'est que c'est vous, les clients, les sociétaires qui désignez les lauréats. L'année dernière, on avait 9000 votants. Cette année, c'est une année record, près de 13 000 votants. Comment ne pas perdre la tête ? Nos collaborateurs sont pleinement impliqués. Ils ont une parfaite connaissance du tissu associatif local. De nombreux partenariats. Et sont des ambassadeurs de ces prix de l'engagement associatif. Ils sont naturellement motivés. Vous vous rendez compte, 13 000 sociétaires qui votent. 10 jurys qui décident. 90 dossiers, 100 dossiers, il faut qu'on en sorte 3. Comment ne pas perdre la tête ? C'est compliqué et nous avons des états d'âme en tant que jury. On aurait envie de récompenser tout le monde. N'en parlons plus. En fait, c'est un partage. Au fond, la meilleure sélection, c'est celle du cœur. C'est ce qu'on incarne ce soir ensemble. Et ce soir, on s'efface parce que notre rôle, il est de recevoir et de donner aussi à notre manière. On aide des associations, qu'elles soient clientes ou non, de la Banque Populaire. C'est bien l'engagement qui compte et c'est bien le côté associatif. C'est une banque un peu différente parce qu'on fait ce genre d'opération et d'autres encore, bien entendu.
Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace. À l'honneur ce soir, c'est des valeurs de solidarité, des valeurs de proximité. On a besoin des bénévoles, on a besoin de chacun. Ce qu'il y a de beau, c'est de les mettre à l'honneur, de les récompenser ce soir. La société ne fonctionnerait pas sans le bénévolat. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leur ballerine. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leur costume de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Contre des poupées. Et je trouve que ce que vous faites est fantastique pour les associations. Partager, c'est nos valeurs. On a beaucoup de points communs finalement. Ce qu'on fait ce soir, c'est pour eux. Ce prix, c'est le leur avant tout. C'est super ce que vous avez fait. Et c'est magique. Beaucoup de bonheur et de vie. Et ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est essentiel. J'ai presque réussi à me faire pleurer moi-même. J'ai vu quelques larmes. Est-ce que ce monde est sérieux? Grâce à vous et puis à tous les votants, on a pu boucler notre budget. Grâce à vous, on a un potentiel supplémentaire financier. Je remercie tous les partenaires et notamment la Banque Populaire. Merci beaucoup. Merci à la Banque Populaire et puis à tous ceux qui ont voté pour nous. Merci à la Banque Populaire. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On le dira jamais assez. Et puis les chiens vont vous remercier aussi. C'est des gens qui ont un cœur gros comme ça. Applaudissements. Merci à vous. Merci beaucoup. Ne partez pas. Une intensité particulière ce soir. Des gens qui, a priori, sont très ordinaires, mais qui font des choses tellement extraordinaires. C'est que du bonheur. Tout le monde pleure un peu dans cette soirée. On est heureux de réunir toutes ces associations. Avec un regard que j'oserais appeler un regard d'amour. C'est par ces actions qu'on fait évoluer, qu'on fait avancer notre société. La confiance, elle est en nous. Elle est dans la manière qu'on a finalement de croire que demain sera plus beau qu'hier. Merci infiniment. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Ce soir, on vient te dire Rendez-vous en 2025. merci. Il y a beaucoup d'émotions dans ces cérémonies, Président. Effectivement, mais c'est nous qui devons remercier tous ces bénévoles. C'est formidable ce qu'ils font. Et je remercie aussi Raphaël Dupes et Nadine Gradou, que vous avez vu et qui est là, qui sont à l'origine de ces prix il y a 19 ans. Ils sont nés ici à Strasbourg. Je tenais à vous le signaler. Et comme c'est le 20e anniversaire cette année, je ne me trompe pas, vous allez être prochainement contactés pour choisir, pour voter pour les associations qui ont été sélectionnées. Il y en a tellement qu'il faut bien en mettre que quelques-unes. Et on compte sur vous. Il y a, je me tourne vers Raphaël, 6 000 votants ou 9 000 votants. Alors on a eu 13 000 votants. 13 000 votants. Ça progresse chaque année. J'étais sûr que je me tromperais, tellement il y en a eu. Ben, on compte sur vous pour 2025. Et par ailleurs, la banque récompense également des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des viticulteurs. C'est un autre registre au travers des prix Star et Métiers et des prix de la dynamique agricole et viticole. Et l'année 2024 ayant été un peu chamboulée, nous remettrons les prix Star et Métiers donc auprès de l'artisanat courant de l'édition 2025 à l'automne. Mais on a remis les prix de la dynamique agricole et viticole. Et je vous propose dans un autre registre de les découvrir également en images.
rien ne me prédestinait à être agriculteur. J'étais issu plutôt du milieu de l'informatique. Ça ne nourrissait pas mon âme, donc j'ai cherché à faire un grand virage dans une quête de sens et de valeur. Depuis tout petit, on participe aux travaux d'Avine, déjà avec mon grand-père à l'époque, qui nous prenait déjà sous son aile étant plus jeune. On a chacun son propre caractère, mais on est très soudés et on est très complémentaires sur l'ensemble de nos missions. Mon enjeu au quotidien aujourd'hui, c'est de faire prospérer l'entreprise pour mes 2 successeurs. Moi, j'espère que notre père sera toujours là quand même pour nous aider. On est encore loin d'y arriver tout seul, mais on essaye déjà d'apprendre le métier le plus possible. On est content parce qu'on se rend compte que nos vins plaisent. On a reçu 2 coups de cœur au guide achat, donc c'était plutôt positif pour une première année de présentation. Ce qui me plaît, c'est d'être au contact avec les animaux, être à l'air libre. On était noyé dedans depuis étant tout petit, on a toujours été sur l'exploitation. Je ne vais pas forcément au travail pour gagner de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. C'est-à-dire que gagner de l'argent n'est pas une finalité. L'avenir dans le monde agricole et un avenir positif. Merci pour eux. C'est un autre sujet de fierté pour nous, ça, Dominique Garnier. Oui, je pense que c'était important aussi qu'on partage avec nos sociétaires le fait qu'on ait une banque qui est très engagée auprès de l'agriculture et de la viticulture. On y est depuis longtemps. On a un territoire qui est formidable pour l'ensemble de ces activités, avec presque de l'agro-industrie quand on est en Champagne, avec des grands céréaliers, avec toute la grande viticulture. D'ailleurs, on a une de nos administratrices qui a un formidable vignoble dans la Marne, Élodie. Et puis, de montrer que, vous savez, dans ces images, je pense qu'on l'a ressenti dans la salle, dans les mots employés, dans la douceur, dans l'intonation de la voix, il y a de l'authenticité et de la pudeur. Parce que les agriculteurs et agricultrices, moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils travaillent beaucoup. Alors, ce n'est pas les seuls, mais ils travaillent énormément. Et ils ont aussi besoin de beaucoup de reconnaissance. Et comme ils n'aiment pas se mettre en avant, nous, on a pensé qu'il était utile d'avoir un prix pour eux, de sélectionner d'abord ceux qui se présentent, bien sûr, mais les meilleurs dans leur domaine, parce qu'on n'est pas là que pour valoriser l'excellence, mais on est ici là pour aider à ceux qui, finalement, font si bien le travail. Et on le fait avec Star et Métiers sur les professionnels. On va signer dans quelques jours là, une convention incroyable avec l'ensemble des chambres des métiers pour se rapprocher plus encore. On est très proche des syndicats professionnels du monde de l'entreprise. On ne dit pas ça pour être arrogant, manquer d'humilité, on dit ça pour vous informer, parce que parfois on ne dit pas assez tout ce qu'on fait, on essaie de le faire bien, les équipes avant tout, et puis quel plaisir que de voir la joie de ceux qui sont récompensés et qui récompensent leur travail, donc je crois qu'on peut encore les applaudir. Alors avant de passer au vote des résolutions, je vous propose à présent de passer aux questions des sociétaires dans la salle. Donc on a quelques hôtesses aux 4 coins de la salle qui sont positionnées avec des micros. Donc oui, voilà, on va mettre un peu de lumière pour vous voir. Donc n'hésitez pas à lever la main, vous signalez aux hôtesses si vous avez une question. Merci de vous lever et de vous présenter, s'il vous plaît. Et bien entendu, mais ça va sans dire, j'ai presque envie de dire, nous ne répondrons pas aux questions personnelles pour des questions de confidentialité, bien évidemment. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être pour laisser le temps, soyons pas timides. Hein. Nous, avec Thierry, nous sommes là pour répondre. Alors bien sûr, vous l'avez dit, pas aux questions personnelles. On a quand même reçu des questions de la part des sociétaires, et il y en a une qui revient, qui est très importante, qui est au sujet de la fraude. D'ailleurs, il y a un livre qui sort, là, il y a un journaliste là, qui fait les plateaux télé sur la fraude.
Je trouve que c'est bien que finalement les journalistes s'intéressent à ce sujet parce que fondamentalement c'est un sujet clé. On démultiplie vraiment nos investissements, notamment avec l'intelligence artificielle, pour sécuriser ce sujet. Parce que l'IA va apporter des préoccupations. Avec l'IA, maintenant, on fait des tas de choses. Il suffit d'enregistrer la voix 10 secondes pour faire un discours d'1 heure. On peut aussi changer l'image. Et c'est aussi pour ça que le physique va garder son importance, que tout ne va pas être dans le digital. Parce que quand on va voir son conseiller à la banque, on sait reconnaître si le client qui vient ou si le conseiller, c'est bien le conseiller de la banque. Donc plus que jamais, on va investir. Heureusement, on a l'appui du groupe. Thierry, tu le sais, tu as présidé le groupe, tu étais le primus inter pares du groupe pendant 3 ans. Et je sais la sensibilité que tu as sur ce sujet. On investit beaucoup parce que c'est fondamental. Un petit point vis-à-vis de vous toutes et tous. On ne pourra pas se mettre à votre place. D'abord, jamais le conseiller bancaire ne vous demandera vos codes. Jamais. Ça n'existe pas. Donc si quelqu'un vous appelle et demande vos codes de carte, votre numéro client qui vous permet de vous connecter aux applications, ce n'est pas quelqu'un de la banque. Et même s'il se présente de la banque et qu'il vous dit que c'est très bien fait, ce n'est pas quelqu'un de la banque. Raccrochez, s'il vous plaît. Et puis sur les mails qui vous arrivent aussi, soyons tous et toutes extrêmement prudents. Tout est très bien fait. On arrive maintenant, vous savez qu'on émite les bulletins de salaire. Notre DRH est très attentive. On fait des CV aussi, des faux CV. Nous, on regarde beaucoup ça pour les recrutements. J'ai parlé des recrutements tout à l'heure, mais on est très attentif à ça parce que on va voir les réseaux sociaux des collaborateurs qu'on recrute. Pour voir s'ils font trop la fête le week-end, on réfléchit quand même à savoir si on va les recruter ou s'ils sont tout le temps sur TikTok ou sur Instagram, même si c'est à la mode, on fait attention. Bref, je fais très court pour ne pas être trop long ce soir. Il y a le buffet qui nous attend dans quelques instants. On est très attentif à ça. Simplement, on a besoin de vous. Votre banque fait tout son possible, les collaborateurs aussi pour être performants, sécurisés, mais on a besoin de vous aussi sur ce sujet. Je voudrais juste rebondir exactement dans le sens de Dominique. Soyez prudents. Et si vous avez le moindre doute, ne le faites pas. Alors, il y a une question a priori dans la salle. On me l'a signalé, mais plutôt au fond de la salle. Voilà. Voilà. Levez-vous, monsieur. Voilà. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors voilà, moi je m'appelle Éric Marjolin, je suis donc client de la Banque Populaire, l'agence de Strasbourg-Cronenbourg, et il n'y a pas besoin de l'IA pour être victime d'une fraude. Nous avons demandé un renouvellement de carte bancaire auprès de notre agence il y a quelques mois avec ma femme, 4 cartes. En fait, on ne les a jamais reçues et on s'est aperçu au bout de quelques jours, en les entendant, qu'elles ont été subtilisées, a priori, je dis bien a priori, dans notre boîte aux lettres. Et en fait, les voleurs ont tout simplement attendu que les cartes arrivent, puisqu'ils avaient déjà les codes en leur possession, qu'ils ont reçus quelques jours avant. Et en l'espace de quelques heures, on a été débité de plus de 6 000 €. Alors je reconnais, par contre, que la banque a réagi extrêmement vite. Et effectivement, on a été remboursé de l'intégrité des sommes. Par contre, là où je me pose des questions, c'est que nous avions demandé instamment à notre agence de ne pas nous envoyer ces cartes par courrier ni les codes. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé par 2 fois, même lorsqu'on est venu, bien sûr, après les plaintes, effectuer une nouvelle demande. Donc, pas besoin forcément d'être piégé par Internet. Point. Merci beaucoup, monsieur, d'abord de prendre parole et d'exprimer le vécu, de dire ce que vous avez rencontré. Merci aussi que la banque était réactive pour vous rembourser, parce que c'était la moindre des choses de vous indemniser, et rapidement. Sur ce sujet de l'envoi des codes et des cartes, alors d'abord, on fait des envois séparés. Je sais bien qu'on aimerait que les cartes bancaires soient en agence, mais c'est un process qu'on a abandonné de longue date. Et puis on essaie aussi de séparer l'envoi des codes parce qu'il faut logiquement que ça n'arrive pas au même moment et avec un décalage. La chose qu'on ne fait plus aussi, et fort heureusement, parce qu'on a travaillé sur ces sujets, quand on a un renouvellement de carte bancaire, en réalité ce qu'on fait c'est qu'on n'envoie plus le code puisqu'on garde le même code. Donc le sujet il est très précis, il est sur l'envoi des premières cartes
où là, il faut qu'on soit extrêmement attentif. Donc, je prends le point, on va continuer à réfléchir, à regarder si, selon l'évolution que l'on a du nombre de fraudes sur ce sujet, parce qu'il y en a quand même très très peu, malheureusement, vous en avez eu et c'est tombé sur vous, je le regrette fortement, mais on verra si on fait évoluer le process. C'est un process national. La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne n'a pas la main sur ce sujet. C'est toutes les banques et toutes les caisses d'épargne qui sont sur le même process. Mais néanmoins, je prends le point et je vais le remonter auprès de mes collègues. Il y a une question également au milieu de la salle. Voilà. Si on peut mettre la lumière pour qu'on vous voit toutes et tous, voilà, c'est plus agréable. Parce que vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas, on est dans le noir. Maintenant, on vous voit. Moi, je ne vous vois plus. Donc, je me permets, bonsoir. Excusez-moi, je vais un peu me tourner parce que comme j'ai la lumière en plein visage, je ne vous vois plus. Je me permets... micro plus proche. OK. Donc, j'ai reçu ça à l'entrée de la salle, enfin de la salle, du lieu, et ça parle de l'investissement de la Banque Populaire, du groupe dans les énergies fossiles. Et j'aimerais savoir, vu que vous parlez d'investissement durable, si dans les années qui viennent, il y a des projets sur l'investissement sur des énergies, on va dire, plus propres que Total. Alors je sais que Total rapporte, mais bon, si vous mettez durable et qu'on fait que du charbon, du pétrole et du gaz, c'est peut-être pas... Vous m'offrez l'occasion, monsieur, Merci. Alors je ne vais pas les saluer parce que c'est jamais agréable d'avoir un comité d'accueil. En plus, ils ne sont pas très sympas parce qu'ils ont écrit nos noms en rouge. Je rappelle que notre couleur, c'est bleu. Donc, tant qu'à faire, ils auraient pu écrire le Thierry Kahn, Dominique Garnier en bleu. Bon, première chose, ce sont des militants. C'est une organisation attaque, on les connaît. On sait comment ils fonctionnent. Ils ont été néanmoins très respectueux. Ils sont restés à l'extérieur. Et puis, ils ont distribué des flyers ou un tract. Première chose que je veux dire, c'est que c'est bien de s'adresser aux dirigeants des banques et des caisses. On a un rôle très important, merci de le rappeler. Mais Natixis et BPCE ont leur propre domaine d'intervention, prennent leurs propres décisions. Nous, en tant que dirigeants, on peut porter un regard. On peut dire, soyez attentifs. On est une banque coopérative et locale. Essayons d'accompagner la transition énergétique. Et c'est bien ce qu'on fait. Mais dire du jour au lendemain, on fait on-off sur le financement des énergies fossiles pour uniquement consacrer de l'argent au financement des énergies renouvelables, je pense que ce n'est pas raisonnable. Moi, j'aime bien dire les choses et je dis ce que je pense. Je pense qu'il faut être dans un mouvement qui, effectivement, vous l'avez dit, et d'ailleurs on le fait. On a d'ailleurs une filiale dans le groupe qui s'appelle Energeco PME, avec lequel on participe et qui finance beaucoup de parcs éoliens. On fait aussi beaucoup de choses dans le domaine du solaire. On avait la chance d'avoir le président Joffre, qui est le président de la Banque Populaire du Sud, qui a passé la main il y a 1 an. Et André était président du solaire depuis 30 ans. On y croit beaucoup à ces nouvelles énergies. Bien sûr, on accompagne aussi beaucoup, tout à l'heure on parle de l'agriculture, on accompagne beaucoup les agriculteurs autour de la méthanisation pour faire du gaz à partir du végétal. On accompagne beaucoup aussi les entreprises qui ont des parkings et qui font des ombrières pour avoir du solaire, notamment la grande distribution dont on est un banquier important. Donc on est dans ce mouvement. Je pense qu'il est important de s'y consacrer parce qu'on ne peut pas rester que dans l'énergie fossile, que dans le pétrole, ce qu'on appelle les produits bruns. Il faut plutôt être dans le vert, mais on le fait, nous, à notre échelle en tout cas, parce que là, ce soir, on est là pour vous parler de nous, de ce qu'on fait, nous, la BPLC. Nous, on essaie, tant que faire se peut, on a développé aussi des prêts à impact. Vous savez que pour les entreprises, on leur propose de dire, ben voilà, si vous engagez à verdir un peu vos investissements, eh bien, on va vous ristourner 10% des intérêts que vous nous donnez. Bien sûr, on suit des indicateurs, parce qu'on ne va pas rendre de l'argent comme ça sans être certain que les indicateurs, mais on accompagne. Et l'entreprise qui fait l'effort, eh bien, elle a une réfaction de 10% de ses intérêts. Bref, on fait des tas de choses. On fait aussi beaucoup de financement sur la rénovation énergétique pour les ménages qui ont ou les investisseurs, ou les épargnants qui ont un logement qui est F ou G. On essaie de les accompagner avec des solutions qui rendent finalement la planète durablement habitable. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est l'espèce humaine. Voilà, je crois qu'il y a une dernière question avant de passer au vote des résolutions. Je vois une main qui se lève. Voilà. Il n'y a que des messieurs qui prennent la parole. Ça, c'est... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Valentin Pontat de Chervillers.
Je reviens au sujet précédent sur les fraudes ou les arnaques. Et je voulais donner un témoignage sur l'efficacité de la Banque Populaire en ce qui me concerne. Donc, j'avais fait travailler un artisan et j'avais le solde à payer. Généralement, je payais par chèque. Mais là, j'ai reçu un mail en me disant « ce serait bien que vous fassiez par virement, accompagné d'un IBAN ». Donc, je ne l'ai pas bien regardé. Maintenant, je saurais mieux faire. Mais j'ai voulu créer cet IBAN dans les virements que l'on peut faire. Ça a raté une première fois, ça a raté une deuxième fois. Du coup, j'ai contacté ma conseillère, enfin la conseillère de la banque, qui a très bien pris mon appel, qui a contacté un de ses experts, qui m'a rappelé et qui m'a dit que cet IBAN était faux, qu'il venait du Canada et qu'il fallait surtout pas que je m'en occupe. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de déficit ou de déboire financier, mais grâce à la vigilance de la banque, j'ai pu éviter cela. Voilà, merci encore. Mais ça fait plaisir à entendre. J'ai eu moi-même une expérience aussi où un jour on me disait que j'étais en train d'être devant un distributeur de billets à Moscou, alors que j'étais très clairement en Alsace. Mais aussi, je tiens à témoigner la qualité de la banque. Je le dis avec un conflit d'intérêts peut-être, mais je le dis plus que sincèrement. J'ai été prévenu tout de suite et l'opération a été bloquée. Donc, mais rien n'est imparable, hein. Il faut vraiment rester vigilant et la vigilance, quelquefois, ne suffira pas. Il faut juste en avoir confiance. Ce n'est pas un problème de banque, c'est un problème de société aujourd'hui. En tout cas, merci pour vos questions. On pourra le prolonger éventuellement dans les échanges au moment du cocktail. Mais pour l'instant, je vous propose de passer au vote des résolutions. Président. Sur les conditions de vote, peut-être un mot ? Oui, alors quelques mots sur les conditions de vote, effectivement. Alors, la plupart d'entre vous ont d'ores et déjà voté en donnant pouvoir au président ou en donnant la délégation de pouvoir. Pour les autres sociétaires qui souhaitent voter en séance, si vous souhaitez voter contre ou vous abstenir pour une résolution, nous vous invitons à lever la main bien haut pour qu'une hôtesse se rapproche de vous et prenne vos noms, prénoms, ainsi que le numéro de la résolution concernée pour enregistrer votre vote. Voilà pour les modalités. On va peut-être passer en mode lumière. Voilà, en mode lumière. Donc, c'est un tout petit peu fastidieux, mais je vais y aller rapidement. Je ne vais pas forcément lire tous les chiffres, sachant que toutes les résolutions vont défiler devant vos yeux. Mais il faut quand même que je lise l'essentiel. Sinon, je pense j'aurai quelques remords personnels à ne pas avoir rempli ma mission. Alors, la première résolution, l'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne, pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, quitus de leur gestion à tous les administrateurs. L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, tel que visé par le Code général des impôts, à hauteur de 224 509,02 €, entraînant une imposition supplémentaire de 57 991 €. Donc, qui est contre ou qui s'abstient? Si tel est le cas, vous levez la main, étant rappelé que ceux qui ont déjà voté ne peuvent pas revoter. Deuxième résolution. L'Assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le bénéfice de 73 831 966, j'arrondis, euros de l'exercice de la manière suivante. D'abord, le bénéfice de l'exercice, c'est le même chiffre. À la réserve légale, 3 691 000, etc. Le solde étant de 70 140 367 €, auquel s'ajoute le report antérieur, 50 millions, pour former un bénéfice distribuable de 120 140 367,72, sur lequel l'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'attribuer aux parts sociales au titre de l'exercice 2024 un intérêt de 2,50%, soit 31 875 435,25 €. Le solde, qui est de 88 millions et quelques centaines de milliers d'euros, se répartit entre le report à nouveau, la réserve spéciale et les autres réserves.
Alors, un aspect fiscal que je dois vous lire. L'Assemblée générale reconnaît avoir été informée que cet intérêt est soumis pour les personnes physiques résidant fiscalement en France au prélèvement forfaitaire unique de 30%, composé d'une part d'une imposition forfaitaire à l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% et d'autre part des prélèvements sociaux applicables au taux de 17,20%. Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit à défaut d'option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux au taux de 17,20%, exercés dans le cadre de la déclaration de revenus, étant précisé que cette option est annuelle et globale, dès lors qu'elle s'applique à l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ du PFU, perçus ou réalisés par tous les membres du foyer fiscal au cours d'une même année. L'intérêt versé aux parts sociales ouvre intégralement droit à abattement de 40% pour les sociétaires personnes physiques lorsque ces derniers optent pour l'assujettissement de cet intérêt au barème progressif de l'impôt sur le revenu en lieu et place de la taxation au taux forfaitaire de 12,80%. Plus important encore, la mise en paiement des intérêts sera effectuée le 5 juin prochain. Conformément à la loi, il est rappelé ce qui a été distribué les années précédentes. Les chiffres s'affichent. Qui est contre ou qui s'abstient? Donc, je passe à la troisième résolution. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des différents rapports sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés tels qu'ils lui ont été présentés. Contre ou abstention? Quatrième résolution, il y en a 9, je vous rassure. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions spéciales, etc., statuant sur ce report, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune nouvelle convention n'a été observée. Contre, abstention. Cinquième résolution, l'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide, en application de l'article 6 de la loi de 47, de fixer le montant global des indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative par les membres présidents du conseil à la somme brute de 350 000 € pour l'année 2025. Contre, abstention. Sixième résolution, l'Assemblée, etc., consultée après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, émet un avis favorable sur l'enveloppe globale des rémunérations de toute nature versées durant l'exercice clos au 31 décembre 2024 aux catégories de personnel visées par le Code monétaire et financier, s'élevant à 4 416 341 € et concernant 38 personnes. Contre, abstention, monsieur. Donc, vous allez voir, monsieur. Ensuite, septième résolution, l'Assemblée générale ordinaire constate qu'au 31 décembre 2024, le capital social effectif, c'est-à-dire net des remboursements effectués aux parts sociales, s'élève à 1 288 566 382 € et qu'il s'élevait à 1 284 millions, donc différence en gros de 4 millions, au 31 décembre 2023 et qu'en conséquence, il s'est accru de 3 710 550 € au cours d'exercice 2024. Contre, abstention. Huitième résolution. L'Assemblée générale ratifie la nomination en qualité de censeur. Il y avait une nomination provisoire en cours d'année qui doit être ratifiée par l'Assemblée générale, ce que nous faisons maintenant de Madame Sylvie Petiot, ici présente, qui avait été faite provisoirement dès le 24 octobre 2024. En conséquence, Madame Sylvie Petiot exercera ses fonctions pour une période de 6 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des sociétaires à tenir dans l'année 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Contre, abstention. Monsieur, mais vous allez le dire à la dame qui vient vers vous, si c'est contre ou abstention, bien sûr. Mais neuvième résolution, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'un exemplaire d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente séance pour l'accomplissement de toute formalité légale de dépôt ou de publicité. Contre, abstention, il n'y en a pas. Donc, fin des résolutions et merci très globalement pour votre confiance. Merci, Président. Et comme le veut la tradition, c'est votre président du conseil d'administration, Thierry Kehn, qui va clôturer cette assemblée. Mais avant... Alors avant, je voudrais mettre à l'honneur un administrateur qui est devenu censeur, que vous voyez ici, et c'est Jean-Claude Guilg. C'est sa dernière...
assemblée générale en qualité de membre du conseil d'administration. Je l'invite bien entendu à venir à toutes les autres qui vont suivre. Et je voudrais, il est alsacien, il est local, donc c'est normal qu'on le mette à l'honneur, mais surtout, je tiens à préciser qu'il est au conseil d'administration depuis 22 ans et qu'il a succédé à Jean-Jacques Herny, pour ceux qui ont eu la chance de le connaître en tant que président du conseil d'administration de la Banque populaire du Haut-Rhin à l'époque. Et il a présidé le comité sociétariat qui est devenu par la suite sociétariat RSE entre 2014 et 2023. Jean-Claude Gilg s'en va pour des raisons d'âge. Malheureusement, on n'a pas grand-chose à dire contre ce genre de circonstances. Il est entrepreneur électricien. Il a dirigé une entreprise importante d'une 40aine de personnes à un moment donné. Il a été un professionnel extrêmement reconnu. Il est aujourd'hui retraité dans ce domaine et il a aussi exercé des activités syndicales nombreuses et félicité par tous ceux qui étaient avec lui ou même en face de lui, puisqu'il est intervenu comme membre de jury, formateur dans les corporations, à l'UGA, la fédération, etc. Il a été également conseiller dans l'enseignement technique et conseiller prud'homal, employeur pendant de nombreuses années. Il a été durant 4 mandatures membre d'un conseil municipal de l'endroit où il réside. Il fait partie de clubs et autres. Et il préside une magnifique association qui est celle de l'abbaye de Marbach, un peu après Colmar. Et bravo Jean-Claude. Jean-Claude a toujours consacré une partie de son temps à la banque, en tout cas depuis 22 ans. Et il faut savoir que ça suppose ça supposait beaucoup de temps passé en formation, parce que nous ne pouvons pas exercer ce genre de mandat sans une formation non seulement de base, mais surtout une formation permanente, tous les ans. Ça prend du temps, il faut s'y mettre, et il s'y est mis parfaitement. On le regrette déjà, et non pas la formation, mais la présence de Jean-Claude. Et au nom de tout le monde ici, je voulais te remercier chaleureusement pour l'ensemble de ton œuvre, comme on dit aujourd'hui au Festival de Cannes. Merci beaucoup. Et pour clôturer cette assemblée, puisqu'il y a encore une partie qui va suivre, et Raphaël va nous donner toutes les explications à ce sujet, je voudrais une nouvelle fois vous remercier tous et toutes chaleureusement, parce que quand on voit le nombre de participants, très honnêtement, on est ravis, on est enchantés. Ça prouve que vous avez un sentiment d'appartenance à cette belle banque qui fonctionne bien, qui est sécurisée, qui est en de très bonnes mains. Et merci à tous. Et puis que le spectacle commence, si je puis dire. Merci à vous. Merci, Président. Comme je vous le disais en introduction de la séquence du vote des résolutions, nous avons déjà enregistré un certain nombre de votes préalablement à la tenue de cette assemblée, qui ont confié d'ailleurs 86% de pouvoir au président. Donc nous pouvons considérer que notre assemblée générale est approuvée, si c'était que nous avons à prendre en compte des votes, des abstentions ou des votes contre. Donc pour le résultat général, vous le retrouvez dans le procès-verbal qui sera rédigé après l'enregistrement des derniers votes. Quelques mots sur la suite des opérations. Alors, merci Thierry Kahn, merci Dominique Garnier. Notre Assemblée générale touche à sa fin. Je vous informe qu'il y a des valideurs à la sortie du parc des expositions de Strasbourg qui vous permettront de vous faire rembourser votre ticket de parking si vous êtes au parking du parc des expositions de Strasbourg. Voilà, et je vous propose maintenant une suite plutôt agréable. Place au cocktail, où nous allons toutes et tous nous retrouver et profiter du savoir-faire du traiteur local chez soi et déguster le crément du domaine Firling. À bientôt, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toutes et tous et à tout de suite pour un moment très agréable. Et merci de votre présence une nouvelle fois et au revoir à ceux qui ne restent pas au cocktail, mais vous ne serez sans doute pas très nombreux. Vous serez plus au cocktail qu'au parking. From the worries prey on oneself's troubled mind. Freer than the clock hands, ticking away the time. Freer than the meaning of freedom and defiance. I'm free.
La plus belle des réussites, c'est celle qui rayonne. Banque Populaire accompagne chaque jour 200 créations d'entreprises partout en France. Banque Populaire, la réussite est en vous.